Imaginez un peu la scène. Vous publiez une série d'histoires complètement gratuitement sur Internet et quelques années plus tard, vos fans font la queue et vous demandent de signer leurs pieds. C'est ce qui est arrivé à Matt Diniman, l'auteur de Dungeon Crawler Carl. Alors comment une histoire publiée gratuitement sur Internet est devenue l'un des plus gros phénomènes actuels sans suivre aucune règle éditoriale? Comment un père de famille qui dessinait des chats pour les vendre sur Etsy est devenu un auteur à succès? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce premier épisode des Deep Dive. God damn it, Dylan. Dans cette série de vidéos, un peu comme j'avais fait avec la série Fourth Wing en fait, je vous propose d'explorer une œuvre en profondeur. On va creuser un peu pour découvrir ce qui se cache derrière une œuvre, derrière le travail d'un auteur. On va parler d'anecdotes, de coulisses, de l'histoire dans l'histoire. Et donc cet épisode sera consacré à Dungeon Crawler Carl, la série phénomène actuel de Matt Diniman. Dans ce premier chapitre, ou dans ce premier niveau, on va parler du succès. Qui aurait parié sur la lit RPG comme succès littéraire il y a encore quelques années? Spoiler alert, certainement pas les maisons d'édition. La lit RPG est l'abréviation de Literary Role Playing Game, c'est le jeu de rôle littéraire en français. C'est un genre de niche à la croisée entre la fantasy et la science-fiction qui intègre directement dans le récit des mécanismes de jeu de rôle, que ce soit du jeu de rôle vidéo ou de jeu de plateau. Donc dans ce genre, on va retrouver de la progression, on va retrouver des stats, des niveaux et des quêtes. Dans ces histoires-là, le protagoniste ne va pas seulement évoluer psychologiquement, il va vraiment évoluer, il va, comme dans les jeux vidéo, prendre de l'expérience, gagner en compétences, débloquer des récompenses, etc. En fait, lire un lit RPG, c'est un peu comme regarder quelqu'un jouer à un jeu, sauf que le jeu est une histoire. C'est clair que ce genre-là est resté pendant des années assez confidentiel quand même. C'est pas un genre dont on entendait parler tous les 4 matins. Et puis, il y a eu Dungeon Crawler Carl. Dungeon Crawler Carl, c'est une dystopie. Et on va suivre l'histoire de Carl, qui est un type totalement ordinaire, qui va survivre à l'apocalypse en slip. C'est un peu ça le pitch. La Terre est brutalement détruite par une civilisation extraterrestre et les survivants sont invités à rentrer dans un donjon géant transformé en jeu de télé-réalité galactique pour les aliens. Et donc on va suivre notre personnage de Carl qui va devenir un candidat dans ce jeu mortel, lui et son chat, Princesse Donut, qui est en fait le chat de son ex-petite amie, qui a une personnalité bien trempée, je parle du chat, et aussi une obsession pour la célébrité, avec un humour un peu déjanté et parfois particulièrement noir quand même, et en utilisant surtout la satire, Dungeon Crawler Carl parle de violence qui devient spectacle, parle des médias, de la télé-réalité, mais plus que ça, il parle aussi du capitalisme, ça parle de résilience, et il propose également une critique sociale, une satire sociale. Aujourd'hui, la série n'est plus un simple succès de niche, on la voit partout, tout le monde en parle, ça devient vraiment un phénomène qui a largement dépassé son genre d'origine. Si on regardait les succès débloqués et les récompenses obtenues par Dungeon Crawler Carl, l'écran afficherait quelque chose comme ça. Point de stats, près de 6 millions d'exemplaires vendus. Succès international, des traductions dans environ 20 langues. Audio légendaire, plus de 3 millions de copies vendues sur Audible, tous titres confondus. Et enfin, une boîte fan en or, un fandom extrêmement actif, que ce soit en ligne comme dans les conventions. Des fans notamment particulièrement investis, obligeant l'auteur Matt Diniman, pourtant toujours heureux de faire plaisir à ses fans, de laisser un message sur son site internet disant « I will sign anything but feet ». Faut avoir lu les romans pour savoir pourquoi on parle autant de pieds avec Dungeon Crawler Carl. Mais ce succès n'est pas né là où on l'attend. En fait, ce succès, il n'est pas éditorial et il n'est pas marketing. C'est là que l'histoire devient vraiment intéressante dans Dungeon Crawler Carl. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans notre niveau 2, on va voir que notre Matt Diniman est un type vraiment ordinaire.
rien, mais absolument rien ne prédestinait Matt Diniman à devenir un auteur à succès. D'abord, son enfance à Matt Diniman, elle est quand même marquée par une forme d'errance. En fait, son père est militaire et la famille déménage constamment. Donc Diniman, il déménage, il grandit de ville en ville et il est souvent seul. Il n'a pas vraiment d'amis, il n'a pas le temps de se faire des amis. Et donc là où d'autres trouvent plein d'amis et des groupes d'amis, eh bien lui, il se réfugie dans les bibliothèques. Et Matt Diniman, il va commencer à lire de tout. Il peut lire de la fantasy, de la science-fiction, de l'horreur, mais aussi des westerns. Et surtout, il va commencer à écrire. Et alors, c'est très drôle parce que il écrit déjà beaucoup, et il écrit, lui, des fanfictions de G.I. Joe et de Transformers. Story you ever wrote as a kid? G.I. Joe and Transformer fan fiction. Nice. This is true. I had a story where Destro's truck was actually an undercover Transformer. Plus tard dans la vie, Matt Diniman, il va entreprendre des études en administration publique à l'université d'Arizona. Alors sa vie professionnelle est vraiment intéressante parce que, outre ses études, il va enchaîner les métiers voyant par téléphone, détective privé, livreur de pizza, technicien de support pour Microsoft. Il fait de tout, hein. En parallèle de ça, puisqu'il aime l'écriture, il publie quelques nouvelles dans des petites revues et il va même sortir un premier roman d'ailleurs chez un micro-éditeur. Résultat, il va vendre quelques centaines d'exemplaires seulement. En 2005, Matt Diniman va enfin se stabiliser un peu. Il va commencer à travailler comme graphiste dans une entreprise de technologie aéronautique. Et dans son temps libre, il va commencer aussi à dessiner et il va commencer à dessiner des chats. Vous allez voir que beaucoup de choses tournent autour des chats dans la vie de Matt Diniman. À partir de ce moment-là, Matt Diniman, il va commencer à ouvrir une boutique sur Etsy pour vendre ses œuvres. Sauf que, eh bien, sur Etsy, son art explose et en quelques années seulement, Matt Diniman arrive à vendre jusqu'à 6 chiffres par an grâce à son art sur Etsy. Du coup, puisque c'est sa passion, il décide de quitter son emploi salarié et il va commencer à parcourir les États-Unis comme illustrateur et j'ai même parfois lu aussi comme photographe dans des salons félins qui sont sponsorisés par la Cat Fanciers Association. Donc là, à ce moment-là de sa vie, Matt Diniman est vraiment confortable financièrement. En plus, il fait ce qu'il aime, sa passion. Il vit de sa passion. Et puis, parallèlement à ça, il continue à jouer de la basse parce qu'il adore la musique. Donc, dans un groupe de musique, il joue de la basse. Et il continue aussi à écrire. C'est une autre de ses passions. Arrive le 26 décembre 2019. Là, Matt Diniman, il a presque 50 ans. Il est marié, il est père de 4 enfants. Et il a une idée. Et là, il commence donc à écrire Dungeon Crawler Carl. Arrive début 2020, il a beaucoup écrit et franchement, il trouve que son histoire est pas mal. Il sent qu'il tient quelque chose là, Matt Diniman. Donc, il décide de publier sous forme d'une web série totalement gratuitement sur Internet, sur le site d'ailleurs de Royal Road. C'est une plateforme de web fiction majoritairement fréquentée par des lecteurs de fantasy et notamment de lit RPG. Vous me voyez venir gros comme une maison. Arrive mars 2020. La pandémie frappe fort, le monde s'arrête et on entre dans l'ère du confinement. Et ça va tout changer dans la vie de Matt Diniman. Pourquoi ? Parce que les expositions félines sont tout d'un coup totalement annulées. Donc Matt Diniman ne peut plus vivre de son art. En plus, l'activité artistique qu'il avait sur Etsy, si vous voulez, le problème aux États-Unis, c'est qu'ils vont vachement réduire les envois postaux. Voilà. Et donc, il va plus vraiment pouvoir vendre non plus ses dessins sur Internet. Tout ce qui faisait vivre Matt Diniman s'effondre. Il dit même « Everything stopped on a dime ». Du jour au lendemain, il se retrouve sans revenu stable. Et c'est à ce moment-là qu'il se dit en fait, peut-être qu'il possède quelque chose de potentiellement précieux. Dungeon Crawler Carl. Cette histoire qu'il publiait un petit peu chapitre après chapitre sur le site Royal Road. Et c'est là que tout commence vraiment. Là où certains livres sont pensés comme des produits dès leur conception, même avant d'avoir écrit le moindre mot, Dungeon Crawler Carl, lui, c'est à l'opposé de ce modèle. Parce que Dungeon Crawler Carl, il est né sans marché, la lit RPG, c'est vraiment de la niche, sans éditeur et sans stratégie non plus. On revient juste avant la pandémie en février 2020,
Matt Diniman, il commence à ouvrir une page Patreon. En fait, il veut proposer à ses lecteurs de Royal Road de participer à l'écriture avec lui. Si vous payez, vous pouvez accéder au chapitre en avance, vous pouvez voter dans des sondages pour donner leur avis sur certaines ambiances du livre ou même choisir certaines ambiances qui seront mises après dans le livre, ce qui fait qu'en fait sa communauté, elle devient, si vous voulez, vraiment active du processus créatif, bien avant évidemment que le roman ne soit publié. D'ailleurs, Matt Diniman se décrit lui-même comme un pantser, c'est-à-dire qu'en fait, il fait tout au fur et à mesure, il n'a pas de plan fixe dans son écriture dans sa série. Matt explique justement qu'il garde une trace extrêmement précise de tout ce qu'il a déjà mis en place dans son univers. Et en fait, même au fil du temps, cette organisation-là est devenue littéralement gigantesque. Matt Diniman suivait en fait ses personnages et ses intrigues sur un tableur. La taille de ses fichiers était telle que en fait, ça a fait planter son ordinateur au bout d'un moment. Et du coup, l'auteur a décidé d'engager quelqu'un pour créer une base de données Notion avec tout son univers qui est plus pratique et robuste pour garder toutes les idées et tous les fils conducteurs de son histoire. Donc là, on est en fait sur une combinaison entre la liberté créative, parce que finalement, il n'a rien de prévu pour la fin, il ne sait pas déjà où on ira dans la fin d'ailleurs, mais il y a aussi une certaine rigueur organisationnelle pour ne pas se perdre dans ce qui a déjà été construit. Et c'est pour ça que ça peut peut-être aussi expliquer comment Dungeon Crawler Carl peut sembler à la fois imprévisible totalement, mais cohérent aussi. Et surtout, il dit quelque chose de très révélateur sur son plaisir d'écrire. Je prends du plaisir à me sortir de situations impossibles par l'écriture et à donner l'impression que tout était prévu depuis le début. Et ça, c'est peut-être aussi sa force à Matt Diniman, parce que déjà très tôt, il l'a compris en laissant le choix, en laissant une partie du choix à son public. On en revient au lecteur de Patreon au tout début de l'aventure Dungeon Crawler Carl. Ce roman, il va se transformer pour les lecteurs et les fans du tout début en expérience vivante. C'est presque finalement un dialogue constant dans l'écriture entre l'auteur et sa communauté. Et ça, ce lien avec la communauté et les fans, et cet accès direct avec l'auteur va être vraiment important dans la suite, dans le succès de Matt Diniman et de sa série. On en revient à mars 2020, la pandémie frappe, les revenus de Matt disparaissent du jour au lendemain, et il se retrouve sans revenu stable. Donc là, eh bien, il se dit, ok, j'ai cette idée, ça marche bien, Patreon ça commence aussi à bien marcher, je vais publier Dungeon Crawler Carl en auto-édition sur Amazon. Et ça, il va le faire dès octobre 2020, en e-book et aussi en paperback sous son label Dandy House. Donc dès le début de la pandémie, Matt Diniman il va tout de suite rebondir, essayer de trouver des solutions et se dire je vais peut-être faire vivre cette série Dungeon Crawler Carl. Et c'est là que il a le génie. À ce moment-là, il faut se dire que Matt Diniman, c'est pas un inconnu pour les initiés du genre lit RPG. Lui, il avait déjà publié certains romans comme Dominion of Blades et Kaiju Battlefield Surgeon, qui étaient vraiment appréciés dans le cercle assez fermé, restreint du genre, mais vraiment jamais au-delà. Mais Matt Diniman, il est un peu visionnaire quand même comme type, parce qu'il a une autre idée. En fait, le vrai succès de Dungeon Crawler Carl, il va arriver non pas du papier, de l'édition paperback qu'il vend sur Amazon dès octobre 2020, mais de l'audio. Et surtout, d'une rencontre humaine décisive pour la série et qui fera le succès phénomène de la série, une rencontre avec Jeff Hayes, qui est un narrateur expérimenté depuis 2016, qui est producteur et président de Soundbooth Theater. Alors en fait, Matt et Jeff, ils se connaissent déjà parce que le milieu Elite RPG, c'est un petit milieu quoi. Et un jour, Matt lui propose de lire un extrait de son roman en direct sur Soundbooth Theater Live sur YouTube. La chaîne existe, vous pouvez encore aller la voir et je vous mettrai un extrait. Jeff et son équipe vont donc lire un extrait de Dungeon Crawler Carl. À cette époque, le titre n'est même pas encore sorti sur Amazon. Et là, Jeff, il va sortir cette voix grave qui va incarner Carl. A loud, deep grunting filled the gym, followed by the familiar ching of metal weights crashing together. A level 2 troglodyte hissed at us from the counter, and Donut jumped to my shoulder and slammed him with a magic missile. He fell over, dead, each other and the scattered gym equipment.
La vidéo, elle fait à peine 250 vues à l'époque, mais elle marque le début d'une collaboration qui va tout changer pour Matt Diniman. Ce qui distingue l'audio de Dungeon Crawler Carl, ce sont les voix. Ce sont des dizaines de personnages, les accents, des intonations très marquées. Et Jeff Hayes, lui, il revendique une approche vraiment entièrement tournée vers l'immersion. Et résultat, Dungeon Crawler Carl devient une expérience sonore totale. God damn it, Donut! God damn it, Carl. No time to argue. Nobody's going to care about your trunk swinging in the air. Oh, God damn it, Donut! Oh, God damn it, Mongo! God damn it, Donut. Absolutely not. I will not have you saying "God damn it, tugboat" over and over again. God damn it, Donut. Were you drunk? Oh, God damn it, Donut. God damn it, Donut. We need to talk before we do stuff like that. God damn it, Samantha. God damn it, Robot Donut. God damn it, Pony. Et Jeff Hayes, lui, dans des interviews, il va le dire lui-même en fait, ce qu'il pensait être un énième projet de niche, quand il a commencé le projet avec Matt Diniman, va devenir le plus grand phénomène que la lit RPG ait jamais connu. L'importance de l'audio ne va pas s'arrêter à la performance de Jeff Hayes, mais elle va aussi façonner la manière dont Matt Diniman va écrire désormais la suite de la série. L'impact de la version audio sera tel que Matt Diniman dit dans une interview pour Audible « Tout ce que j'écris dans la série, Carl, c'est à 100% Jeff Hayes qui parle dans ma tête maintenant. Quand je crée de nouveaux personnages, je pense déjà à la façon dont il va pouvoir s'y prendre pour l'incarner. S'il prend une voix que je n'aime pas, je finis par tuer le personnage presque immédiatement. Ce n'est pas une blague. » Et il dit aussi « J'écris pour l'audio et je l'ai toujours fait. Surtout dans ce genre, l'audio est roi. À l'heure actuelle, je vends plus de livres audio que de livres physiques et sur e-book. C'est un peu inhabituel pour les livres en général, mais pas pour le genre de la lit RPG. L'audio est donc extrêmement important et lorsque je participe à un événement, une séance de dédicace, même si tout le monde a mon livre, je demande toujours aux fans qui ici a découvert Carl pour la première fois sur Audible, et en général, plus de 75% du public lève la main parce que c'est une expérience complètement différente. Ce n'est pas tout à fait un film, ce n'est pas tout à fait la même chose que de lire un livre, c'est juste une façon différente de s'immerger dans le livre. Le premier audiobook du tome 1 de Dungeon Crawler Carl sort le 28 janvier 2021, bien avant l'arrivée d'un éditeur traditionnel. Là, à ce moment-là, le livre est toujours auto-édité par Matt Diniman lui-même. L'audiobook est publié par Soundbooth Theater. Matt et Soundbooth Theater ont conclu ensuite un accord de distribution avec Audible pour toucher un plus large public. Et on peut dire que ça a marché. Parce que maintenant, l'audio est disponible dans plusieurs langues, notamment le français, avec l'excellent narrateur français Sylvain Agaès, et c'est aussi le narrateur de la série L'Assassin Royal de Robin Hobb. Matt a d'ailleurs écouté et validé la version française. Bonjour, my name is Matt Diniman. I am the author of the Dungeon Crawler Carl series. I am here to react to the French version of Dungeon Crawler Carl. I'm listening to the first time, so... Félicitations, vous avez remporté votre premier succès, Vieille fille à chat. That's pretty good, you know. It's funny because I'm so used to the English version of it. It's really interesting to hear other language takes on it. I think he does a really good job. He's not reading it like a straight audiobook. He's really getting into the craziness of the AI, so that's really cool. Détruire avec tes pieds, tes magnifiques pieds nus. So we're just getting started with the creepy AI stuff, and he does a really good job. Yeah, it's very uncomfortable. I can't let my mom listen to this. Parallèlement à ça, Soundbooth a développé une version encore plus immersive qu'ils ont appelée Audio Immersion Tunnel, qui est disponible sur leur site, avec un casting complet, des musiques, des effets audio, sonores, etc. Et c'est une adaptation spéciale, distincte de la version Audible principale. Dans le niveau 4, on va voir comment l'édition traditionnelle rattrape ou essaie de rattraper le phénomène. Ce qui rend le phénomène Dungeon Crawler Carl particulièrement fascinant, c'est qu'en fait, tout commence en dehors du circuit traditionnel. Dungeon Crawler Carl en auto-édition a eu plusieurs impressions paperback différentes, chaque couverture variant légèrement, et créée par Luciano Fleitas.
L'édition rare originale à fond bleu que vous voyez ici, elle est aujourd'hui extrêmement recherchée. Matt a dit lui-même qu'il n'en avait publié qu'environ 20 exemplaires, et donc maintenant qu'il y a un phénomène sur la série, ces éditions sont désormais souvent complètement hors commerce et parfois aussi vendues à des prix premium sur des plateformes comme eBay, si elles sont encore disponibles. Donc de Royal Road à l'auto-édition Amazon, puis ensuite à l'audio, Dungeon Crawler Carl prospère sans éditeur traditionnel pendant près de 4 ans. En 2024, et après le succès de l'audio sur Audible, Ace Books, qui fait partie de Penguin Random House, rachète les droits papier, enfin, des 6 premiers tomes et commence à publier dès le 27 août 2024. Donc c'est seulement dès le 27 août 2024 que des éditions hardcover professionnelles sont publiées pour Dungeon Crawler Carl. Il y a aussi dans ces éditions l'inclusion du premier tiers d'une nouvelle inédite qui s'appelle Backstage at the Pineapple Cabaret, qui est pensée comme une histoire en 3 parties. Mais les e-books, les audiobooks et les éditions spéciales restent en auto-publié par Matt Diniman. Donc en fait, l'auteur conserve le contrôle créatif et aussi économique de sa série, tandis que Ace sert surtout de relais logistique pour le papier en fait. Les éditions de Matt Diniman d'Andy House gardent leur identité avec les couvertures de Luciano Fleitas, qui est impliqué depuis le début dans le projet. Et ça, en fait, dans l'édition traditionnelle, apparemment c'est presque une anomalie. Habituellement, vous avez l'éditeur qui cherche à centraliser l'ensemble des droits, donc audiobook, e-book, papier, etc. Alors qu'ici, l'éditeur accepte un rôle vraiment secondaire. Le rapport de force est en fait déjà établi, parce que Matt Diniman a fait de sa série un succès avant l'arrivée de l'éditeur. Comme le résume très bien l'écrivain de science-fiction John Scalzi, cité par le New York Times, he banged down the commercial door and let publishers and booksellers know there was a market they hadn't paid attention to yet. Autrement dit, Matt Diniman a défoncé la porte commerciale et forcé les éditeurs à regarder un marché qu'ils avaient tout simplement ignoré. Ce n'est pas donc l'éditeur qui façonne le succès de la série, c'est vraiment l'éditeur qui s'adapte à un univers déjà vivant. Mais Matt Diniman, il est quand même assez visionnaire, je l'ai déjà dit, parce que avant en fait l'arrivée d'Ace, il expérimente déjà la monétisation et la fidélisation de sa communauté, comme on l'a déjà vu avec son Patreon, etc. Mais en octobre 2023, il lance une première campagne qui s'appelle Kickstarter pour financer une édition hardcover collector du tome 1, qui a déjà eu pas mal de succès. Et donc cette nouvelle édition collector est vendue directement à ses fans en auto-édition. Il va même proposer une seconde campagne, cette fois-ci en octobre 2025, pour financer les tomes 2 et 3, toujours dans cette collection, tout en évitant quand même de concurrencer les éditions Ace. Donc c'est quand même assez particulier qu'un auteur soit édité pour un paperback, mais se permette quand même de faire des éditions collector pour ses fans. Et il y a vraiment les deux prismes en fait. Et c'est là que c'est intéressant parce que ces initiatives-là de l'auteur et aussi de sa communauté, parce que sa communauté est très engagée, c'est eux qui dictent le rythme, c'est eux qui dictent les formats et c'est pas l'éditeur. Parallèlement, on va voir que l'univers de Dungeon Crawler Carl s'étend bien au-delà des romans. Matt et sa communauté de fans continuent d'étendre l'univers. Le New York Times parle d'ailleurs de Dungeon Crawler Carl aujourd'hui comme d'une véritable franchise. On va voir que l'univers de Dungeon Crawler Carl s'étend bien au-delà du simple roman papier. On a une adaptation télévisée qui est actuellement en cours de développement. En août 2024, les droits sont acquis par Universal International Studios. Donc là, Hollywood arrive, les amis. Ensuite, il y a l'arrivée d'un roman graphique officiel. En 2025, Vault Comics annonce Dungeon Crawler Carl Crocodile, une édition graphique dans le monde de Dungeon Crawler Carl qui va encore étendre l'univers mais sur un autre médium. Ensuite, on a les webcomics, toujours en 2025. Une adaptation est lancée sur Webtoon, qui est l'une des plus grandes plateformes mondiales de BD numérique, en partenariat avec Ethan Books et Laurel Pursuit. Le premier épisode est publié le 17 janvier 2025. Ensuite, et celui-là me plaît beaucoup et j'ai très hâte qu'il sorte, on va avoir le jeu de rôle sur table. En juillet 2025, Renegade Game Studios annonce le développement d'un TTRPG, donc c'est un jeu de rôle
sur table officielle, prévue pour 2026. Et là encore, comme on le voit, les équipes de Matt Diniman sont là depuis le début parce que c'est Luciano Fleitas qui est l'artiste emblématique de Dungeon Crawler Carl, qui est là vraiment depuis les tout début, qui est confirmé comme illustrateur pour les deux jeux. Là, on va avoir vraiment l'essence même de Dungeon Crawler Carl par l'illustrateur, le premier illustrateur de la série quand elle est sortie en auto-édition sur paperback. Et là, ça montre vraiment que malgré le fait que la série se professionnalise, on arrive avec un éditeur, on arrive avec Renegade Game Studio, c'est pas n'importe qui, malgré cela, il y a quand même une volonté claire de préserver l'identité visuelle et le lore de la série, le lore original de Matt Diniman et de tous les partenaires qui ont fait de la série un succès. À cela s'ajoutent évidemment de nombreux produits dérivés, on a des figurines, des peluches, des objets collector. Ça confirme bien que Dungeon Crawler Carl, c'est pas seulement une série de livres, mais c'est vraiment un univers vivant, un univers structuré qui est toujours construit autour de sa communauté. Et ça, c'est vraiment un exemple hyper intéressant, je trouve, de voir comment l'édition est totalement en retard, n'a pas du tout vu le phénomène arriver. C'est un phénomène, Dungeon Crawler Carl, qui s'est vraiment construit avec les fans sur internet, les fans de la première heure. Matt Diniman, il a su construire sa communauté sur Royal Road, avec son Patreon, en faisant appel à des partenaires qui étaient vraiment issus de cette petite communauté de la Lit RPG aussi. Ce succès montre aussi comment internet et l'audio a permis de réinventer quelque part le modèle éditorial en fait. Et surtout pourquoi l'édition classique se retrouve désormais totalement en retard sur des phénomènes qui sont construits par les lecteurs eux-mêmes, par la communauté de fans. Dans le niveau 5, moi je vous propose de comprendre le phénomène Dungeon Crawler Carl. Pourquoi Dungeon Crawler Carl a percé? Pourquoi lui et pas un autre? Qu'est-ce qui fait que cette série, que l'auteur lui-même a décrite comme « It was such a silly story », c'est une histoire un peu idiote à la base, comment expliquer en fait le phénomène? C'est ce que j'ai cherché à savoir et moi j'ai quelques pistes à vous proposer. C'est aussi des pistes très personnelles. Si vous avez d'autres idées de pourquoi est-ce que cette série marche plus qu'une autre, pourquoi c'est un tel phénomène, n'hésitez pas à dire ça aussi en commentaire. Dans un premier temps, moi je pense que c'est la pop culture. Je pense que ce qui plaît tant aux lecteurs, c'est l'humour qui est mêlé à la pop culture dans la série. Matt Diniman, il va vraiment puiser dans les références des générations X et milléniales, et ça va créer des situations absurdes mais totalement reconnaissables pour son public cible. D'ailleurs, moi personnellement, un des monstres que je trouve le plus drôle, peut-être dans le tome 1, c'est quand même le Krakaren. Le Krakaren, c'est un mélange du Kraken et du mime américain, la Karen. Et vraiment, alors le mime Karen, pour mettre un peu dans le contexte, c'est un mime, je crois, qui est apparu vers 2017, et c'est un terme péjoratif, la Karen aux États-Unis, qui désigne une femme autoritaire, super exigeante. Elle est raciste aussi, la Karen, il faut le dire. Elle aime les scandales et c'est vraiment la bonne femme, vous savez, qui va toujours demander à parler au manager. Je veux voir le manager. Ben, ça, c'est une Karen. Ça marche vraiment beaucoup aux États-Unis. On n'a pas vraiment ce terme-là, nous, en Europe. La Krakaren dans Dungeon Crawler Carl, c'est à la fois un monstre totalement grotesque, qui ressemble au Kraken, et qui sert aussi de satire sociale. Sous ces airs un peu fun et légers, Dungeon Crawler Carl, la série entière, c'est quand même une comédie apocalyptique qui propose aussi une satire des médias, une satire de la télé-réalité, de plein de différentes choses de la vie quotidienne, à travers justement des punchlines ou des symboles comme par exemple la Krakaren. C'est pas toujours évident pour nous, lecteurs européens ou francophones, de comprendre toutes les références. Moi, il y en a pas mal que je comprends parce que je regarde beaucoup les médias américains et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a quand même, avec tous ces mimes et tout, on a quand même cette culture américaine, je trouve, de plus en plus, mais il y a peut-être des choses aussi que j'ai pas tout compris parce que c'est quand même assez empreint de pop culture américaine, bien évidemment. Ce que je pense qui fait aussi le succès de cette série, c'est les références à la culture du jeu vidéo et du RPG. Donc Matt Diniman, il cite clairement ses influences, et celles-ci rejoignent les codes que l'on retrouve dans la série, c'est-à-dire
la progression de personnages, les donjons, les loots, les mécaniques du jeu, etc. Dans une interview pour Audible, Matt Diniman dit qu'il a longtemps joué à des jeux comme Ultima Online et qu'il est aussi fan de Dungeons and Dragons. Et c'est vrai que toutes ces expériences de joueurs nourrissent directement la structure de Dungeon Crawler Carl. D'ailleurs, chaque étape du donjon et chaque tome fonctionne comme une mini-campagne indépendante. C'est-à-dire qu'il y a des règles et des mécaniques propres qui rappellent justement les RPG un peu old school. Et c'est vrai que, du coup, en s'appuyant sur des codes de jeu très familiers qui sont reconnaissables par les lecteurs et qui sont quand même vachement recherchés pour aussi ceux qui sont beaucoup plus pros, moi je suis pas assez pro pour déterminer tout ça, mais ceux qui connaissent vraiment bien le lit RPG et les jeux vidéo, eh bien, vont vraiment adorer ces références et ça reste pour autant très lisible pour les autres. Et c'est là que Matt Diniman, il est fort parce qu'en fait, il arrive à conjuguer les deux. En troisième point, j'ai envie de dire l'absurde, mais l'absurde qui vient quand même du réel et du vécu. Avant de devenir écrivain, Matt Diniman, on l'a vu, il parcourait les États-Unis pour dessiner des chats lors de concours félins. Et il a vraiment observé les chats dans les cages, il a observé les jugements, les jurys et les rivalités entre participants. Et une anecdote marquante, il se retrouve un jour côte à côte avec un persan écaille de tortue dans une cage, et le persan, là, le chat, il le fixe intensément. Et lui, il est là et il se dit « Un jour, j'écrirai un livre avec ce chat ». Tellement ça l'a marqué. Et il savait pas encore, c'est qu'il écrirait effectivement Princesse Donut, probablement le personnage le plus marquant de la série. Et pourtant, il y a beaucoup de personnages marquants dans cette série. Et moi, ce que j'adore, c'est aussi la façon dont justement Matt Diniman, il va mettre son expérience dans le livre. Il y a une punchline célèbre que j'ai adorée et qui résume bien un petit peu son regard sur ce milieu. Je sais pas comment ils l'ont traduit en français, parce que j'ai lu le livre en anglais sur le premier tome, mais il dit « And let me tell you something about cat people. More specifically, cat show people. Actually, never mind. Fuck those guys. » J'adore. Franchement, il me fait trop rire. C'est cette expérience personnelle qui se retrouve dans l'humour du roman, et les gens qui connaissent aussi le milieu vont aussi beaucoup rire, et ça permet aussi d'être une critique. Béa, d'ailleurs, est aussi directement inspirée des personnes que l'auteur a rencontrées dans les fameux concours félins. Et en fait, dans un post Reddit où on lui posait des questions, il a dit que Béa n'était pas inspirée d'une ex-copine à lui, pas du tout, mais en fait, elle était inspirée par les nombreux propriétaires de chats qu'il a rencontrés au fil des années sur les salons. Ils ont l'air sympas, ces gens. Ils ont l'air sympas. Il y a d'ailleurs à ce sujet un passage dans le tome 3, je vous dirai pas quoi, mais que j'ai trouvé vraiment très émotionnel, et encore une fois, comment les personnages permettent de faire une critique sociale un peu en second plan du récit. Sous couvert d'humour, Matt Diniman il dénonce quand même pas mal de choses, et notamment aussi ce monde des concours félins. Et dans le tome 3, il y a justement un passage très émouvant par rapport à Princesse Donut là-dessus, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et qui rajoute vraiment un côté très réel à ce côté très humoristique et un peu déjanté. Mais maintenant, justement, j'ai parlé du côté émotionnel, et c'est pour moi le cœur de ce qui fait que cette saga est autant aimée, en tout cas pour moi personnellement. C'est le cœur émotionnel de Dungeon Crawler Carl. Certes, on est tous d'accord pour dire que c'est très fun, c'est très drôle, il y a plein d'actions, c'est aussi un peu critique par moments, mais moi, ce qui me plaît le plus finalement, c'est vraiment le côté émotionnel et les personnages extrêmement attachants que sait écrire Matt Diniman. C'est vrai que l'humour absurde peut attirer pas mal de lecteurs, mais je pense que c'est surtout ce côté émotion, ce côté profondeur des personnages qui touche les gens et qui fait que les gens continuent à lire la série. Et qui rendent la série mémorable en fait. Alors dans un premier temps, on va parler de Carl. Carl, c'est pas juste un avatar de jeu. Carl, c'est un type lambda, assez sérieux, qui se retrouve un petit peu dans une situation complètement ahurissante, grave et dangereuse aussi. Et c'est d'ailleurs le monde un peu caricaturé par les aliens qui lui impose cet humour pour survivre. Vous voyez, il est dans une situation tellement catastrophique que finalement, par l'humour, il arrive à s'en sortir aussi. Et c'est aussi cette situation-là terrible qui l'oblige à réagir. Parce que Carl, c'est pas un héros. Carl, c'est vraiment un type lambda, mais qui va se révéler totalement dans cette situation-là. C'est aussi un personnage qui est extrêmement juste,
qui est tourné vers les autres. Personnellement, moi j'adore dans le tome 1 notamment, mais aussi dans les autres tomes, quand il apprend des choses franchement peu reluisantes sur sa relation avec Béa à travers les répliques naïves de Princesse Donut, ça c'est pépite dans le roman. Qu'est-ce qu'on se marre avec ça? Mais ça montre aussi que Carl, c'est pas un type qui est un héros normalement, quoi. Ça le rend vraiment humain. Carl, dans la série, il ressent aussi beaucoup de peur, de colère, de solitude. À travers son point de vue, on dénonce aussi des injustices, l'injustice de la situation elle-même, la catastrophe de la situation. Quand il lit les décomptes, notamment dans le tome 1, de gens qui meurent, c'est extrêmement poignant en fait. Carl a aussi un point de vue assez dur et particulier sur les personnages qui sont coincés dans le jeu, qui sont eux-mêmes esclaves du système. C'est un personnage qui est très émouvant, qui est très humain, qui fait aussi beaucoup rire quand il dit God damn it, Donut, bordel, Donut, à outrance, ça revient tout le temps et c'est vraiment une blague redondante, mais il se forge aussi un mantra quand il dit You will not break me, vous ne me briserez pas. Moi, c'est cette phrase-là me touche en plein cœur à chaque fois parce que ça montre vraiment la résilience de ce personnage et la situation vraiment catastrophique, outre l'humour et les situations déjantées. À chaque fois, ça te fait revenir vraiment les pieds sur terre de la situation de Carl dans ce donjon. Princesse Donut, parlons-en, elle est essentielle dans la série pour moi. C'est pas un personnage secondaire, je pense que c'est un personnage aussi important au même titre que Carl, et c'est un peu le coup de génie de Matt Diniman. Elle apporte vraiment un contraste entre le comique, parce que ce qu'elle dit, c'est vraiment extrêmement drôle. Son comportement est excentrique, elle est très fière. On sent quand même que Matt Diniman, il connaît les chats, et encore une fois, son expérience avec les chats persans, de concours, etc., est vraiment mis au service de Princesse Donut. Son caractère naïf, sa loyauté aussi font des scènes vraiment très drôles, mais aussi très touchantes, je trouve. Vraiment, on a un panel de scènes et d'émotions avec Princesse Donut qui font, je pense, le succès du roman aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce duo se complète parfaitement, que c'est un duo en plus qui évolue au fil des tomes, parce que on va voir Princesse Donut vraiment évoluer et Carl aussi. Et le duo fonctionne toujours. Il y a aussi beaucoup de personnages que rencontrent Carl et Princesse Donut, et tous les personnages sont très attachants. Ils sont tous profondément affectés par ce nouveau monde. On a beaucoup de violence, on a beaucoup de pertes humaines, et tout ça, ça a un impact réel aussi sur tous les personnages que l'on rencontre dans la série. Les relations humaines, la peur, le courage, l'amitié, il y a aussi des notions un peu de found family à certains moments, mais il y a aussi des aspects plus sombres dans les personnages. Tout ça, ça se ressent à chaque différents étages du donjon, et dans chaque tome aussi, un peu plus, on creuse toujours un peu plus, et c'est vrai qu'à chaque fois, les personnages ont quand même une saveur, ils ont quelque chose, et on ne peut que s'attacher à eux. En fait, Dungeon Crawler Carl, ça ne se limite pas à de la lit RPG avec des mécaniques de jeu. C'est un roman qui a vraiment su créer un univers où l'absurde, le grotesque, et même l'horreur, parce qu'il y a quand même beaucoup d'horreur dans ces romans, tout ça, ça rencontre des émotions extrêmement brutes, ça fait rire aussi le lecteur, et en même temps, on passe des messages. Tout ça avec un attachement pour les personnages. Je ferai pas de spoiler, mais vraiment, le tome 1, je l'ai trouvé assez fun. C'est un tome qui est pas forcément très facile au premier abord quand même, parce qu'il introduit quand même le jeu, le donjon, comment ça fonctionne, il introduit l'IA, les règles, et on découvre aussi cette horreur avec Carl. On se rend compte de tout ce que tous ces gens ont perdu, puisque la Terre n'existe plus quand même. Mais le reste de la série va se concentrer davantage sur les relations, sur l'envie de rébellion, sur le système politique derrière le jeu, que je trouve vraiment de plus en plus intéressant et assez complexe d'ailleurs. Et il y a toujours aussi beaucoup d'humour bien entendu, mais il y a aussi beaucoup de moments tristes et touchants, et je pense que c'est ça qui fait le succès de la série. C'est l'humanité qu'il y a derrière l'humour. Dungeon Crawler Carl, ça fonctionne aussi par son impact visuel et iconique, je pense. Il y a un vrai lore visuel et humoristique. On donne vie au monde et aux personnages tout en créant un terrain fertile pour les private jokes, pour des blagues redondantes qui
vont faire l'identité de la série. Par exemple, Carl qui est avec son caleçon à cœur, avec sa cape, ses pieds. Voilà, en fait tout ça va faire un peu des symboles instantanément reconnaissables par les fans, par la communauté. C'est un héros un peu ridicule et il y a plein de gens qui se déguisent en Carl quand ils vont aux conventions maintenant. Princesse Donut c'est pareil, elle a une bouille vraiment particulière, son caractère hautain, sa tiare, ça en fait un personnage drôle et attachant à la fois et très reconnaissable. L'IA du jeu c'est pareil, complètement déjanté, l'humour un peu sadique, les messages très sarcastiques qui indiquent toujours à Carl qu'il a débloqué des nouveaux succès qui sont souvent très idiots et qui se moquent de lui en fait. L'IA est très très particulière. Et puis évidemment il y a les phrases cultes de ces personnages, de l'IA, etc. Le bordel donut est devenu culte maintenant. Le génie de Matt Diniman, c'est aussi que dans chaque élément visuel, dans chaque punchline, dans chaque monstre, dans chaque caricature, ça sert pas seulement à l'humour en fait. On est vraiment sur quelque chose qui contribue à un univers cohérent, identifiable, qui nourrit vraiment l'investissement des lecteurs, mais surtout, je trouve, la culture autour de la série. C'est-à-dire que Dungeon Crawler Carl a réussi à créer un lore, une culture, et c'est ça en fait qui va devenir culte à mon sens. C'est comme ça que vous créez une série phénomène, une série culte. Et Matt Diniman, il a réussi. Dungeon Crawler Carl, c'est vraiment une satire au rythme effréné, qui est drôle, qui est intelligente et qui est clairement aussi une critique sociale qui va parler des médias, de la télé-réalité, du capitalisme exploiteur de notre monde et de plein de différents thèmes parce que Matt Diniman, eh bien, il a plein de choses à dire, que ce soit sur les concours félins ou parfois il y a des punchlines sur l'armée, il y a toujours un moment où il y a un truc qui va rajouter un peu de saveur dans son histoire et qui va rajouter un peu de critique. Matt Diniman, il n'est pas là pour vous faire la morale. Il vous expose un truc, il vous fait rire et ça vous fait réfléchir sans même qu'on s'en aperçoive. Que dire de la télé-réalité intergalactique qui va créer des situations totalement grotesques, malaisantes, qui va même modifier la réalité. Ils vont créer des dramas pour avoir plus d'audience, etc. Les mécanismes de manipulation de la télé-réalité et des médias sont aussi bien évidemment dénoncés. D'ailleurs, en parlant d'humour, l'humour est aussi particulièrement souvent gênant dans le livre parce que les aliens créent ou ont une interprétation particulièrement tordue de l'humanité et en fait ils font une caricature volontairement poussée et surtout faussée de la culture humaine. Tout ça pour la ridiculiser pour son public. Comme je vous l'ai dit, c'est une émission intergalactique. Donc c'est fait exprès pour pousser au ridicule, pour ridiculiser la culture humaine. Moi, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé sur le succès de la série. Je sais pas si vous avez d'autres points à soulever peut-être que je n'aurais pas vu, mais voilà, je pense que tout ça contribue vraiment au succès de la série et fait de cette série un véritable phénomène. En conclusion, bien j'ai envie de dire que Dungeon Crawler Carl, c'est pas seulement l'histoire d'un livre à succès, d'un mec lambda qui a atteint le succès un petit peu du jour au lendemain grâce à des bonnes idées, c'est l'histoire d'un système aussi qui a changé sans prévenir. L'édition traditionnelle arrive après le public, arrive après les fans et après l'engouement autour de cette série. Comme quoi, finalement, une œuvre peut naître gratuitement, presque par hasard, avant de devenir incontournable et avant de devenir un phénomène d'édition. Moi, j'ai été profondément touchée par le parcours de Matt Diniman. Quand j'ai commencé cette enquête, je ne m'attendais pas du tout à trouver tout ça. Je trouve que son histoire est vraiment une superbe inspiration pour tous ceux qui ont une passion artistique. Ça nous montre que parfois un projet qui est né de rien, d'une idée, peut captiver, peut être suivi par une communauté entière et peut finir par devenir un phénomène culte. Et je trouve ça vraiment inspirant, surtout après mon dossier sur le monde de l'édition derrière Fourth Wing. Je trouve que ça fait du bien. Le monde de l'édition, il fait pas rêver aujourd'hui. Entre les traductions qui sont vraiment mauvaises, entre l'IA qui prend toujours plus de place dans l'édition, que ce soit sur les couvertures, dans les traductions, et j'ai bien peur aussi bientôt dans les livres, dans l'écriture de livres, je trouve que cette histoire montre un côté beaucoup plus optimiste et positif d'un succès littéraire. On peut encore aujourd'hui, à notre époque, avoir un succès qui n'est pas du tout cherché, qui n'est pas construit pour être un succès, qui n'est pas basé sur des tropes TikTok
et qui peut fonctionner et qui peut avoir un engouement encore plus puissant. L'engouement qu'il y a autour de la série montre que les gens ont envie d'humanité, montre que les gens ont envie d'être secoués, perturbés, parce que dans le roman, il y a aussi de l'humour assez provocateur, c'est pas politiquement correct, et ça fait du bien, parce que on en a marre de ces discours extrêmement lisses, de ces livres qui sortent basés uniquement sur des tropes que les lecteurs veulent lire. Non en fait. Non, on n'a pas envie de lire que ça. Et je pense que cette série, à mon avis, est le coup de cœur de beaucoup de gens parce qu'elle va complètement à contresens de ça. Je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Je trouve que ça donne un peu d'optimisme dans ces temps un peu obscurs de l'édition, franchement. J'aime beaucoup aussi Matt Diniman. J'ai passé beaucoup de moments à me marrer sur ses réseaux sociaux. Allez voir son site internet. D'ailleurs, j'ai toutes les sources de cette vidéo. J'ai été voir plein de vidéos, plein d'interviews, plein de médias différents et j'aime beaucoup Matt Diniman. Je le trouve vraiment très cool, très sympa, très humain, très vrai. Et ça fait du bien, voilà, ça fait vraiment du bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier deep dive. Si vous avez des choses à rajouter également, c'est dans les commentaires que ça se passe. Et moi, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses sur cette série. Je vous laisse ici les amis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez envie que je traite un livre ou un sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous vois très bientôt. Ciao les amis, bye. God damn it, Donut.